Puis on n'a plus les moyens de se permettre d'attendre avant d'adresser cette crise-là. On doit davantage rénover ce qu'on possède déjà. Tout ce qu'on construit, va falloir l'entretenir aussi. En plus, c'est qu'on fait juste augmenter le problème. On s'en va vers un mur. On ne sait pas exactement à quelle hauteur il a, mais on sait qu'il est très, 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 très haut. Ce balado, c'est votre rendez-vous mensuel à ne pas manquer pour vous tenir informé des dernières nouvelles de l'industrie. Bienvenue à Actualité Construction. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode du balado Actualité Construction. Aujourd'hui, on accueille Charlotte Cousineau, grand retour après un an de congé de maternité. Bienvenue et bon retour parmi nous, Charlotte, très heureux de te retrouver. Ben oui, moi aussi, demain. Bonjour Félix, bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver après un an de congé. Je vais essayer d'être 100% avec vous aujourd'hui. Là, c'est un peu difficile, je vous avouerai, le retour du cerveau. Là. Ça va revenir comme un naturel. Tous les parents à l'écoute doivent me comprendre. D'autant plus heureuse de vous retrouver dans un studio un peu amélioré. Et contente aussi de recevoir aujourd'hui Madame Sophie Larivière-Manta, présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Madame Larivière-Manta, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous deux. Merci beaucoup pour l'invitation. Bien, on est très content de t'accueillir. Merci d'être avec nous pour parler de l'actualité du jour, la question de nos infrastructures, de notre maintien d'actifs. Vous avez sorti un rapport récemment sur ce sujet-là. On va en parler, mais juste avant, parle-nous un petit peu de ton parcours, que les gens qui ne te connaissent pas en apprennent un peu davantage sur toi. Comment es-tu arrivé à la tête de l'Ordre des ingénieurs, qui est l'ordre qui chapeaute les 77 000 ingénieurs au Québec, je crois? Oui, exact. 77 000 ingénieurs et candidats à la profession d'ingénieur. Donc, oui, le deuxième plus gros ordre professionnel au Québec. En fait, rapidement, moi, ma spécialité en génie, c'est le génie biomédical. Donc, j'ai fait ma carrière à la construction d'hôpitaux, mais surtout à l'intégration des équipements médicaux, à la fois dans des hôpitaux neufs, mais j'ai aussi travaillé là, dans le réseau de la santé pour l'entretien, la réparation puis l'acquisition des équipements médicaux. Donc, j'ai fait du maintien d'actifs, mais davantage dans les équipements que dans le bâtiment. Et par la suite, j'ai décidé de m'impliquer au conseil d'administration de l'Ordre. Donc, j'ai été membre du conseil d'administration. Là, j'ai fait un premier mandat de 2015 à 2018, puis je suis revenue en 2020 pour être élue à la présidence là, en 2022. Donc, je suis temps plein maintenant à la présidence de l'Ordre depuis juin 2022 et très heureuse de porter ce dossier-là pour l'Ordre. À temps plein, j'ai aucune difficulté à le croire parce qu'on te voit beaucoup depuis les dernières semaines, même derniers mois. Tu as été très active, très présente sur la question du maintien de nos infrastructures. On a vu les documents, les rapports que vous avez rendus publics. C'était vraiment intéressant. Et je vais résumer grossièrement mon interprétation, mais j'aimerais ça que tu nous en dises davantage là, sur les grandes conclusions de votre rapport. Si je le résume dans mes mots, je dirais qu'on doit davantage rénover ce qu'on possède déjà avant de développer des nouvelles infrastructures puis de construire des nouvelles choses, des nouveaux hôpitaux, des nouvelles écoles, de prendre soin de ce qu'on a déjà avant de développer le reste. Est-ce que c'est un peu l'esprit de votre rapport? Oui, effectivement, ça fait partie des recommandations qu'on fait, le fameux syndrome du ruban, donc d'avoir de l'intérêt à ouvrir des nouvelles infrastructures, donc à construire du neuf avant d'entretenir ce qu'on a déjà. Puis je voudrais faire une petite mise en contexte. Nous, on a appelé ça la crise des infrastructures parce que nos infrastructures datent des années 60, 70 et depuis des dizaines d'années, ils souffrent d'un déficit d'entretien. Donc, on ne met pas suffisamment d'argent dans nos infrastructures pour les maintenir en état. Le déficit de maintien actif, là, si je veux le définir là, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec ce terme-là. C'est comme une expression qu'on entend souvent, là, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est combien ça coûte pour ramener l'infrastructure à un niveau qui est acceptable. Puis un niveau acceptable, là, ça veut dire que l'infrastructure, il va faire ça pourquoi il a été construit. Donc, quand vous avez un bâtiment qui a un gros déficit de maintien actif, il ne peut pas remplir complètement sa mission. Ça nous amène, par exemple, dans un hôpital, à avoir un bloc opératoire qui pourrait être fermé. Ça nous amène à avoir, par exemple, des nids de poules dans une route. C'est pas que la route au complet est plus fonctionnelle, c'est juste qu'elle remplit pas tout ce pourquoi elle a été construite. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. C'est pas juste esthétique, c'est pas juste de la broche qui tient de la brique sur un bâtiment. Il y a aussi des fonctions que le bâtiment a de la difficulté à remplir avec le temps, à force d'accumuler ce déficit d'entretien-là. C'est intéressant l'exemple de la salle d'opération parce qu'on est conscient des enjeux du système de santé au Québec, puis à cause de l'état de nos hôpitaux, dans ce cas-ci, on se prive de salles opératoires, on se prive de temps où les professionnels pourraient traiter des patients
parce que nos infrastructures ne sont pas à jour. Oui, puis on en a vu beaucoup là, dans les nouvelles, qu'on parle d'école, qu'on parle du réseau de la santé, qu'on parle d'égouts, d'aqueducs. Le déficit de maintien actif au Québec, il est très grand. Si on veut se donner une idée là, ou un ordre de grandeur, on parle pour le gouvernement du Québec autour de 40 milliards de dollars de déficit de maintien actif. Quand on regarde au niveau des municipalités qui possèdent à peu près 60 % des infrastructures au Québec, on n'a pas un chiffre complet de déficit de maintien actif, mais on a un 45 milliards qui est là pour les infrastructures en eau. Donc, égouts, aqueducs et les routes qui les recouvrent, on est à 45 milliards. Et selon le vérificateur général du Québec qui a fait un rapport encore à l'automne dernier, c'est même pas l'ensemble du portrait. Donc, en réalité, le déficit de maintien actif au Québec, il est encore plus grand que ça. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est vraiment, dans le fond, que faut faire d'abord ce qu'on a déjà avant d'aller vers du neuf. C'est un peu comme si dans votre cuisine, Charlotte, Félix, vous décidiez de refaire faire votre cuisine avant de faire réparer le toit qui coule à l'intérieur. Donc là, vous avez le toit qui coule, vous avez une cuisine neuve, par exemple. C'est le fun, mais les priorités, c'est ça. Exact. La moisissure s'installe. Éventuellement, ça va vous coûter beaucoup plus cher si vous attendez plus longtemps, tandis que si vous faites l'entretien au fur et à mesure de ce qui est requis, ça va coûter moins cher. Donc, au Québec, on s'en va vers là. Je vous donne un dernier chiffre. Le Cyrano, en 2023, nous disait que le déficit de maintien actif au Québec représentait entre 6 et 7 % du PIB. C'est énorme, ça. D'ici 2047-2048, les estimations sont entre 30 et 33 % du PIB. Donc, on s'en va vers un mur. On ne sait pas exactement à quelle hauteur il a, mais on sait qu'il est très, 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 très haut. Puis on n'a plus les moyens de se permettre d'attendre avant d'adresser cette crise-là. Là, éventuellement, on va parler des solutions, mais ça, c'est le positionnement du problème dans lequel on est actuellement. Je sais que Charlotte va s'en aller justement sur les solutions et les recommandations, mais juste avant, moi, on t'a parlé des exemples d'hôpitaux, mais l'hôpital Maisonneuve-Rosemont est peut-être l'exemple le plus éloquent. On a vu le nombre de fois où le toit coule, littéralement. Mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, on devrait arrêter de construire des routes au Québec puis se concentrer sur ce qu'on a déjà? Donc, on limite le réseau routier actuel ou on peut continuer à développer, mais en entretenant mieux ce qu'on a déjà? Il va y avoir des choix difficiles qui vont être à faire dans les prochaines années. Évidemment, nous, ce qu'on promouvoit, c'est de faire moins de neuf, plus de maintien actif. Mais on ne peut pas mettre à zéro le neuf non plus. Là. On est conscient qu'il y a du développement démographique, il y a des choses qu'il va falloir considérer. Par contre, les choix vont être extrêmement difficiles. Ça va nécessiter énormément de courage de nos élus pour aller choisir de ne pas développer certaines choses au profit de l'entretien. Va falloir les supporter là-dedans. Puis c'est pour ça qu'on parle beaucoup, nous, dans notre rapport, de la mobilisation collective que ça va prendre pour y arriver. Les élus, la population, l'ensemble des parties prenantes, dont la Sécu notamment. Ça va être important qu'on travaille tous ensemble à cette réflexion-là. Si on veut passer à travers la crise, ça va nécessiter beaucoup de mobilisation. On n'a pas le choix de passer par là. De toute façon, si on continue de construire sans cesse, sans entretenir, tout ce qu'on construit, va falloir l'entretenir aussi. En plus, c'est qu'on fait juste augmenter le problème sans jamais mettre de frein. Exactement. C'est pas mieux. Exact. Et je crois qu'on était... Non, vas-y. C'est bon. Justement, on voulait se diriger un peu vers les solutions parce que là, on a fait le tour du problème. C'est un très gros problème qui touche tout le monde, on l'a dit. Mais il y a des solutions au regard de toutes les grandes consultations régionales, sectorielles que vous avez faites. Quelles sont-elles? Donc, peut-être la démarche rapidement de l'ordre. Là, ce qu'on a choisi de faire, c'est d'aller s'appuyer sur ce qui se passait sur le terrain. Donc, on a rencontré 200 experts et expertes. Il y avait des gens, à la fois des donneurs d'ouvrages, des entrepreneurs, des ingénieurs, des architectes. On a participé. Exact. Vous avez été là, vous avez été en région, vous nous avez recommandé des gens un petit peu partout à travers la province. Donc, on est vraiment allé faire une grande consultation pour comprendre qu'est-ce qui était vécu comme enjeu sur le terrain. Une fois qu'on comprend bien les enjeux, c'est beaucoup plus facile de proposer des stratégies ou des solutions pour les adresser. On a fait des sondages à nos membres ingénieurs, on a fait des sondages à la population pour comprendre qu'est-ce qui inquiétait les gens, quels étaient les freins aussi à certains par rapport aux problèmes. Et on s'est aussi appuyé sur un rapport qu'on a fait faire par l'ENAP pour aller voir quelles étaient les meilleures stratégies ailleurs dans le Canada et ailleurs dans le monde aussi pour ramener ça chez nous dans nos propositions. Donc ça, c'est vraiment la démarche qu'on a été faire pour aller de l'avant. Dans les stratégies qu'on propose maintenant,
On a 2 axes principaux. Le premier axe, c'est celui de la gouvernance. On pense qu'il faut revoir la gouvernance des infrastructures au Québec. Et le deuxième, c'est beaucoup la gestion de risque, beaucoup l'optimisation. Vous le comprenez, dans le rapport, on a choisi de ne pas demander de l'argent supplémentaire en infrastructure. Il y a une capacité de payer des Québécois, des Québécoises qu'il faut adresser. Cependant, dans le budget qu'on a déjà en infrastructure, on dit qu'on devrait faire moins de 9, plus d'entretien. Donc, c'est une forme de demande de budget, mais sans dépasser l'enveloppe qu'on a déjà. Donc, nos stratégies s'articulent vraiment autour de ces deux volets-là. Super intéressant. Puis, tu as parlé un peu plus tôt de la question des déficits de maintien d'actifs pour les infrastructures en eau, plus spécifiquement, qui sont évalués à entre 45 et bientôt probablement 50 milliards de dollars. C'est des sommes qui sont tellement astronomiques qu'on, des fois, on a de la misère à réaliser qu'est-ce que ça représente comme impact. Puis c'est pas sexy là, de réparer des égouts puis des aqueducs. Tu as aussi parlé du syndrome du ruban, mais il y a peu de maires et mairesses qui aiment ça couper des rubans pour changer des égouts parce que c'est moins le fun qu'une nouvelle bibliothèque ou une aréna. Mais ça reste que c'est un enjeu qui est crucial présentement. Puis nous, on en parle depuis plusieurs mois parce qu'on fait le lien avec la crise du logement. Puis on l'a vu dans plusieurs villes, le manque de capacité en infrastructure en eau freine le développement immobilier parce que les villes ne peuvent pas émettre de permis parce qu'ils n'auront pas les capacités pour desservir ces nouveaux quartiers-là. Mais on est dans une crise du logement. Il manque d'habitation, il manque de maisons, il manque de logements. Et là, c'est un espèce de cercle vicieux où la ville ne peut pas émettre de permis parce qu'elle n'a pas les capacités en eau, mais on est dans une crise du logement, les prix augmentent. Donc, comment est-ce qu'on peut sortir de ce cercle vicieux-là et se concentrer davantage pour rénover nos infras en eau? On l'a vu, il y a certaines villes qui ont fait preuve de courage en disant, nous, on va se concentrer là-dessus avant de faire les affaires plus le fun. Est-ce que ça passe par une responsabilisation de chaque municipalité? C'est une grande corvée collective de se dire, OK, là, maintenant, on va s'attaquer à ce problème-là. C'est quoi, par où ça passe? Oui. Donc, pour nous, ça passe vraiment par une mobilisation collective. On va vouloir, premièrement, expliquer l'enjeu. La crise, comme on fait aujourd'hui, on parle de la crise des infrastructures, comment on va l'adresser. On propose des stratégies, on y reviendra tout à l'heure, mais l'important, ça va être de mobiliser tout le monde. Vous l'avez dit, les élus. Les élus doivent être mobilisés par rapport à l'enjeu. On l'a vu dans la dernière campagne électorale au niveau municipal. Il y a des maires et mairesses, dont la mairesse de Longueuil, Mme Fournier, qui est sortie en disant, bien, chez nous, on va d'abord faire l'entretien de nos infrastructures qu'on a déjà avant de faire du neuf. Il y avait un sondage qui avait été fait auprès des Longueuillois qui était d'accord à 84 % avec cette affirmation-là. Donc, quand on explique l'enjeu, les gens comprennent. Les gens comprennent. Donc, ça prend la mobilisation du public aussi. Il va falloir comprendre qu'on va peut-être pas aller construire des nouvelles infrastructures, mais qu'on va devoir entretenir celles qu'on a déjà si on veut maintenir les services. Puis, de l'eau, là, tout le monde a besoin de ça. C'est la base. Tout le monde a un robinet dans lequel on peut boire de l'eau. Bon, certaines municipalités ont plus de difficultés, mais c'est fondamental et il va falloir s'en préoccuper si on ne veut pas avoir des gros enjeux plus tard. Donc, je vous ai déjà nommé 2 points de la mobilisation. Le troisième, c'est vraiment l'industrie. C'est vraiment les gens qui travaillent en infrastructure. Donc, que ce soit nos entrepreneurs, que ce soit nos professionnels, que ce soit nos donneurs d'ouvrages, il va falloir travailler tous ensemble pour optimiser les travaux qu'on va avoir à faire. Ça va être important qu'on travaille tous ensemble, qu'on porte tous le même message parce que s'il y a un des 3 qui n'est pas au rendez-vous, on va avoir énormément d'enjeux à adresser, la crise des infrastructures. Puis là, je vais peut-être rentrer un peu dans les solutions qu'on propose. La première solution qu'on propose, c'est d'avoir un portrait. Là, on parle de l'eau, on a un déficit de 45 milliards. On peut parler de transport collectif parce qu'il y a aussi de l'entretien. On peut parler la semaine passée encore du réseau de la santé où on disait que les bâtiments avaient été peut-être évalués différemment. Puis là, maintenant, quand on les évalue de la même manière que les autres bâtiments provinciaux, bien, le déficit, il est encore plus grand que ce qu'on avait prévu, ce qui veut dire que dans le réseau de la santé, nos bâtiments ont un déficit très grand qu'on va devoir adresser aussi. Donc, premièrement, avoir des données complètes, avoir un portrait transparent qui va nous amener à sensibiliser le public. Pour nous, c'est très important. Après ça, ça va nous prendre, ce qu'on propose en fait, c'est un bureau indépendant, agile, avec des experts qui vont nous permettre de prendre toutes ces données-là qu'on a des différents types d'infrastructures puis qui vont nous permettre finalement de les adresser, de s'assurer qu'on a une méthode qui fait qu'ils sont comparables entre elles. Ça va nous permettre d'adresser les priorités
au Québec, puis de les comparer entre elles. Parce que là, il est où le plus grand urgence au Québec? C'est où qu'on met le prochain dollar qu'on a à investir? Évidemment, c'est des milliards. Là. C'est la question que je me demandais. Comment on décide en ce moment où va l'argent dans nos infrastructures? On y va un peu comme qu'est-ce qui sonne le mieux électoralement? Bien, on a un programme québécois des infrastructures, puis une des choses que l'ENAP nous disait dans son rapport, c'est que avoir un plan sur 10 ans, comme un PQI, c'est très, très bon d'avoir une vision à long terme. Cependant, il est très politisé. Donc, on peut faire des annonces. Il y a une place pour nos politiciens dans la gestion des infrastructures, ça, c'est très clair. Cependant, dans le maintien actif, on est davantage dans où est le besoin, comment on évalue techniquement le besoin, puis c'est quoi la hauteur de ce qu'on veut réaliser aussi. Puis après ça, bien, il y aura des choix importants à faire. Puis ça, c'est notre troisième stratégie. Ces choix-là, on va notamment les faire avec les politiciens, notamment en révisant la loi sur les infrastructures. Quand on va vouloir se dire, bien, voici la hauteur de notre déficit de maintien actuellement, c'est quoi la cible de réduction de déficit qu'on veut se donner? C'est quoi la vision 20-30 ans pour les prochaines années? Puis là, 20-30 ans, là, c'est bien au-delà d'un cycle électoral. Pour nous, c'est un enjeu qui est transpartisan, les infrastructures. Il va falloir qu'on se donne cette vision-là. Puis toujours dans la loi sur les infrastructures, on propose de mettre un fonds de prévoyance de côté, donc d'avoir de l'argent pour notre maintien actif. C'est un peu comme les condos. Exact. On a imposé ça aux propriétaires de condos récemment en disant, bien, vous devez avoir un fonds de prévoyance pour entretenir vos infrastructures. Nous, ce qu'on dit, c'est, bien, le gouvernement pourrait se donner le même principe pour les infrastructures du gouvernement. Exactement. Fait que les données, où est-ce qu'on met l'argent en priorité? À être transparent. Ce bureau expert-là va nous permettre d'être transparent aussi envers la population. Puis évidemment, de réserver les bonnes sommes, de savoir où est-ce qu'on s'en va. C'est la base. Puis comment on fait du côté, vous avez beaucoup mentionné nos politiciens, justement. C'est pas sexy, si je peux dire, de vendre des plans sur 20 ans, 30 ans, quand on sait que un parti reste pas au pouvoir 20 à 30 ans, là, comment on peut aller vers là. Fait que c'est sûr que c'est attrayant de vendre des nouveaux projets tout le temps qui vont se réaliser à court terme. Comment on fait pour que leur vision change puis qu'ils se lancent dans l'entretien à long terme et qu'on arrête de sortir des nouveaux projets, le fameux syndrome du ruban qu'on a mentionné plus tôt? Là. Ou comme on appelait auparavant le syndrome de la pépine. Là. Exact. Ouais, c'est ça. Ça a eu plusieurs noms. Mais c'est toute la même chose. C'est ça. Exact. Nous, on pense que ça doit être un enjeu de la prochaine campagne électorale. On pense qu'avec une bonne compréhension, justement, de la population, de l'industrie, puis de tous nos politiciens, on va être en mesure d'avoir le courage de prendre ces décisions-là, mais ça va prendre énormément de courage pour le faire. C'est pas facile. À une époque, on voulait que notre legs, ça soit la Baie James comme politicien. Là, maintenant, ça va être de léguer aux prochaines générations des infrastructures qui vont rendre le service pour lequel ils ont été construits. C'est important. Mais ça, il y a un point intéressant là-dedans. Je retiens ce que tu as dit tantôt à propos de la mairesse Fournier à Longueuil. Moi, quand elle avait fait son annonce, j'avais trouvé ça très audacieux. De dire, on ne va rien promettre de nouveau en fin de compte. Mais ça s'appuyait sur un sondage qui disait que la très, très forte majorité de la population était d'accord avec ça. Donc, en fait, c'est juste d'être en harmonie ou en phase avec ce que l'électorat veut. Puis quand on lui explique concrètement, je pense que la population est à même de comprendre justement la situation dans laquelle on est. Puis, il y a un coût de renonciation. Si on prend de l'argent puis qu'on le met sur du neuf, on n'est pas en train de le mettre sur le maintien actif. Quand on explique c'est quoi qu'on laisse de côté, ça remet aussi les choses en perspective, je pense. Donc, moi, je pense que ça va être important c'est ça, d'être transparent, d'expliquer quels sont les enjeux. Mais ça ne sera pas facile. Ça va prendre énormément de courage. Nous, on souhaite que ça soit un enjeu de la prochaine campagne électorale. On souhaite être là s'il y en a qui veulent faire des réflexions pour réfléchir. Tu sais, on propose des stratégies. C'est pas couler dans le béton, ces stratégies-là. On veut vraiment aller en discuter, les socialiser, puis voir comment on peut faire changer les choses. Mais ça va nous prendre des stratégies qui sont structurantes si on veut passer à travers la crise, parce que le mur qui est devant nous, il est haut. Même si on ne sait pas exactement la hauteur, on sait qu'il est très haut. C'est ça. Et on sait c'est ça, on va devoir passer par-dessus. Maintenant, donnons-nous les bons outils pour y arriver. On propose quelques stratégies dont ça nous fait plaisir de discuter. Bien, dans celle que tu viens d'énumérer, tu as parlé de la question d'avoir un bureau indépendant. Ça me parle beaucoup parce que ça rejoint une des recommandations que la Sécu a mis de l'avant depuis environ 1 an.
qui est de s'inspirer de ce qui se fait au fédéral, où il y a une évaluation nationale des infrastructures qui a été réalisée par un comité indépendant, justement, apolitique. Donc, on prend un pas de recul par rapport aux cycles électoraux puis aux considérations partisanes. Et donc, il y a des experts, des ingénieurs, des gens de l'industrie de la construction, des professeurs, qui font un portrait global des besoins d'infrastructures, ce qu'on va avoir besoin à 10, 20, 30 ans. Puis, il faut tenir compte également des besoins de main-d'œuvre, parce que c'est beau d'avoir des projets à n'en plus finir avec un PQI. Et quand on rajoute à tout ça les projets d'Hydro-Québec également, là, qui vont accroître la pression sur la question de la main-d'œuvre de façon extraordinaire. Donc, il faut tenir compte des besoins de main-d'œuvre et des capacités de main-d'œuvre dans nos projections futures. Donc, d'avoir une vision externe indépendante qui tient compte de tous ces facteurs-là et qui fait des recommandations au gouvernement. Nous, c'est ce qu'on proposait de s'inspirer de ce qui se fait au fédéral. Est-ce que ça rejoint un petit peu ce que vous mettez de l'avant avec tu parlais d'un regard indépendant? Oui, ça rejoint un peu le volet de l'indépendance. Cependant, nous, on souhaiterait que cette entité indépendante-là puisse aller dans les différents ministères, organismes pour aller chercher l'information. Donc, il y a peut-être dans les détails là, quelques petites différences, mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir cette expertise indépendante-là sur laquelle on va se baser, cette objectivité-là, ramener les meilleures pratiques pour faire l'évaluation de nos infrastructures. Puis après ça, ça va outiller nos décideurs pour prendre les bonnes décisions dans le futur. Fait qu'il y a quand même des similitudes, il y a des petites différences, évidemment, là, mais sans rentrer dans les détails. Le grand objectif reste similaire. Le grand objectif reste similaire. Pour nous, ça va vraiment être ça qui va être important. Bien, on pourra s'en reparler parce que j'ai l'impression que c'est le genre d'initiative qui va rencontrer une certaine résistance auprès de l'appareil gouvernemental. Quand tu disais on veut que les gens puissent aller voir, chercher de la donnée dans chaque ministère, je pense que c'est utile en termes de politique publique, mais j'anticipe une petite résistance. On n'a jamais dit que de régler cette crise-là, ça serait facile. Puis oui, tu as raison, il y a des stratégies qui vont avoir là, évidemment, bon, des résistances, puis tout ça. Puis est-ce que ça va être exactement ça au final? Nous, on est ouvert à la discussion sur le sujet. On n'a jamais dit que c'était la seule façon de faire les choses. Par contre, il faut réfléchir aux objectifs de cette proposition-là. Donc, est-ce que ça va réellement être un bureau indépendant? Mais il y a des objectifs qu'on a donnés à ça, puis c'est important. Comme disait une ancienne première ministre, et j'aime beaucoup cette expression-là, on est souple sur les moyens, mais ferme sur les objectifs. Très bien dit. Je voudrais revenir aussi sur le volet de la prévisibilité. Tu en parlais tantôt. Je pense que vous avez raison. Une des stratégies dont on a besoin, puis la raison pour laquelle on dit qu'il faut savoir où est-ce qu'on s'en va en infrastructure, c'est notamment toute la prévisibilité qu'on a besoin au niveau de l'industrie si on veut répondre aux besoins. Il y a énormément de besoins au Québec qui viennent de différents secteurs, que ce soit d'Hydro-Québec, du maintien des infrastructures. Ça va être important de voir à long terme. Une des demandes qu'on fait notamment, c'est d'avoir du financement sur 5 ans pour permettre aux réseaux, aux organismes et aux municipalités d'aller avoir cette prévisibilité-là pour l'industrie qui, elle, va être en mesure de voir les volumes venir, de voir où est-ce qu'ils vont être les besoins pour les prochaines années. Donc, si on veut pouvoir travailler ensemble, ça prend de la visibilité un peu pour tout le monde aussi. Fait que je voulais juste rejoindre un point que tu as fait qui était pour moi vraiment, vraiment important. Puis, justement, on dit que ça va prendre toutes les parties prenantes. Le plan, le rapport que vous avez fait, c'est un peu un point de départ vers ce qui pourrait nous amener à être une belle solution. En fait, ça va nous prendre plein de solutions. Et justement, le mois prochain, le budget du gouvernement du Québec va être dévoilé. C'est quoi les attentes de l'Ordre des ingénieurs du Québec par rapport à ça? Oui. Bien évidemment, je serais très, très, très heureuse qu'on mette en place certaines des stratégies. Je suis consciente que pour un budget qui arrive dans les prochaines semaines, ça devient très, très, très difficile. Dans un contexte particulier avec un ou une nouvelle première ministre qui va être là pour au moins quelques mois, on verra, parce qu'il y a une élection après ça au mois d'octobre. Oui. Donc, c'est un contexte très instable. Nos attentes, c'est vraiment que ça soit un enjeu de la prochaine campagne électorale. Évidemment que s'il y avait quelques-unes des initiatives qu'on pouvait tout de suite mettre en place, si dans le prochain budget, là,
le budget des infrastructures neuves versus le maintien d'actifs était plus petit, finalement, plus petit pour le neuf, plus grand pour le maintien d'actifs. Pour nous, ça serait déjà un bon pas dans la prochaine direction. Ça serait un bon message à envoyer pour la suite. Maintenant, il va falloir que le reste des actions suivent. On comprend qu'à court terme, on ne peut pas tout faire, mais à court terme, il va falloir se donner les outils pour le changer parce que demain matin, on n'a plus les moyens de se permettre de continuer d'attendre à faire l'entretien de nos infrastructures. Donc voilà. Fait un premier pas dans la bonne direction, mais beaucoup d'engagement pour la suite, définitivement. Bien, on va rester à l'affût pour la suite. On espère que ce souhait va se réaliser vraiment et que toutes les stratégies suivront le plus possible parce que c'est vraiment un besoin très criant, comme on disait. C'est ce qui conclut cette portion-ci du balado. Et aujourd'hui, on a envie de faire une petite portion un peu spéciale. Vous n'êtes pas sans le savoir, on est à l'aube de la Journée internationale du droit des femmes. J'ai vu, en épluchant vos plateformes, que c'est une cause qui vous tient à cœur. Ça fait d'ailleurs partie là, des priorités là, de votre mandat, là, la place des femmes dans votre domaine, de travailler à l'augmenter. Dans le milieu de la construction, c'est aussi un très, très gros défi. Environ 4 % de la main-d'œuvre. Du côté du génie, on est à 16,2 % pour les femmes. C'est plus élevé, mais c'est quand même pas significatif. Comment on peut faire pour attirer encore plus de femmes, pour plus que ce soit j'ai pas envie de dire un problème, là, mais pour que ça devienne presque égal, plus quelque chose qu'on a besoin de mentionner. Naturel. Exactement, c'est on ça. n'a plus besoin d'en faire un enjeu parce que ça va devenir... C'est ça, que ça devient juste normal. Ouais. Peut-être pour mettre en contexte, on est parti à 4 % nous aussi en 1989, qui est comme notre année de référence. Fait qu'on est parti à 4 %, on est maintenant à 16 %. Mais quand on le regarde en nombre absolu, on est 8 fois plus nombreuses. Donc déjà, on voit que dans cette période-là, on s'est considérablement amélioré. J'ai de l'espoir pour le futur dans nos candidates à la profession d'ingénieur, donc celles qui viennent de rentrer, on est à 23 %. Okay. Donc on voit qu'il y a une mobilisation, ça s'en vient. On a des universités qui sont à 30 %, notamment Polytechnique, qui a 30 % de ses étudiants et étudiantes en génie qui sont des femmes. On les voit représenter beaucoup dans le génie environnemental, génie des eaux, génie biomédical. Donc, on voit qu'il y a certains domaines qui attirent plus les femmes. Puis là, j'arrive sur les moyens. Les femmes, là, dans nous, les études qu'on a faites, elles ont besoin de mentors, elles ont besoin de modèles. Donc, plus on leur explique qu'elles ont une place en ingénierie, plus elles réalisent qu'il y a tout un éventail de possibilités en ingénierie, plus on en a qui vont venir, plus on en a qui sont visibles à la tête de grandes entreprises, plus ça aussi, ça nous aide. Quand on regarde là, dans le génie conseil, on a 16 % globalement dans la profession, mais en génie conseil, on est autour de 23 %. Puis, en génie conseil, on a eu beaucoup de femmes à la tête de grandes sociétés de génie. On a notamment Marie-Claude Dumas, qui est chez WSP. On a Stéphanie Vaillancourt, qui est chez Atkins Realis. On avait, jusqu'à tout récemment, chez Stantec, Isabelle. On a Hélène Brisebois, qui était à la tête d'une firme de génie pendant des dizaines d'années. On a toi à la tête de l'ordre. Ta prédécesseur est une femme aussi. Exact. Fait que là, ça fait 10 ans qu'on a des femmes aussi à la tête de l'ordre. Cathy qui a fait 6 ans. Moi, j'en suis à ma 4e année. Donc, ça prend des modèles, ça prend des mentors. On a brisé des plafonds de verre dans les universités de génie. Maude Cohen, quand elle a été nommée à Polytechnique il y a à peu près 5 ans, elle était la première femme nommée à la tête de l'institution. Dans l'histoire de Polytechnique? Oui, et l'institution a à peu près 150 ans. Ils sont un peu plus que ça maintenant, là, mais on n'est pas loin. Cathy Begg, qui est notre ancienne présidente, qui est maintenant directrice générale de l'ETS, elle aussi, c'est la première femme à la tête de cette institution-là de génie. Et ces deux institutions-là graduent 50 % des diplômés en génie au Québec. Fait que c'est ça. Avec le temps, on a des modèles, on a des mentors. Il faut que les femmes voient que c'est une possibilité de venir en génie. Puis je pense qu'on est là, mais il faut aussi que le temps fasse son œuvre. Oui. Instantanément, on va pas doubler les chiffres. Mais on est parti de loin, comme le même 4 %. Puis c'est ça, c'est en marche. Et comme tu dis, en chiffre absolu, tu disais que c'est 8 fois plus. C'est 8 fois plus. Ça a l'air 4 fois plus en pourcentage, mais c'est 8 fois plus réellement. Là. Bien, on va s'inspirer de ce qui se passe dans le monde du génie pour que le monde de la construction fasse un rattrapage similaire en termes de pourcentage et en termes de nombre absolu. Ça serait vraiment une belle source d'inspiration.
J'ai parlé de toi qui étais à la tête de l'Ordre. Nous, à la Sécu, on a une directrice générale, Francine Sabourin, qui est là. À la CCQ, c'est Audrey Murray également. Il y a des femmes dans les postes de direction de façon importante dans le monde de la construction. Et maintenant, il va falloir faire les progrès pour que sur le terrain, sur les chantiers, on augmente cette proportion, cette place des femmes. Exact. Et on rêvera du jour où on n'aura plus besoin de le mentionner. Tout à fait. Où ça va juste être normal, faire partie d'avoir des femmes dans tous les domaines et à tous les niveaux. Un jour, Charlotte, on va voir ça, toi puis moi. Oui, je le souhaite grandement. C'est d'ailleurs ce qui va conclure notre épisode. Un énorme merci d'être venu discuter avec nous. C'était très enrichissant. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous pour l'invitation. J'ai adoré nos échanges. Et Félix, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Entre-temps, vous pouvez nous suivre sur nos plateformes, plus spécifiquement Instagram, TikTok et YouTube pour ne rien manquer de l'actualité en construction. Actualité Construction est une production de l'Association de la construction du Québec, le plus grand regroupement d'employeurs des secteurs institutionnels, commercial, industriel et résidentiel. Pour savoir comment nous soutenons les entrepreneurs du Québec avec nos formations, nos outils et notre accompagnement diversifié, ou pour écouter nos prochains balados, rendez-vous sur notre site acq.org.